La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par cette question, Olivier. Sommes-nous tous des petits génies ? Alors nous non, hein, Dimitri, Non, bien sûr. mais nos enfants, si. Ah oui. En tout cas, c'est ce que nous croyons. C'est la Croix qui consacre un très intéressant dossier à tous ces parents qui sont de plus en plus nombreux à demander un diagnostic HPI, comprenez, haut potentiel intellectuel. Et quand les parents cherchent, ils trouvent des gens pour les conforter dans l'idée que leur progéniture est effectivement extraordinaire. Autour de moi, on doit osciller entre 70 et 80% de HPI, plaisante ainsi Gwenaëlle Boulet, rédactrice en chef de Pomme d'Api. Les identifications HPI explosent tellement que cela en devient ridicule, ajoute Nicolas Gauvry, universitaire et auteur d'un ouvrage sur la question. D'autant que ces tests sont très souvent sujets à caution, il y a beaucoup de charlatans sur Internet, précise Paula Pinto-Gomez, qui est l'auteur de cet article. Alors, pourquoi cette fièvre à vouloir tester le QI de nos chères têtes blondes ? D'abord, c'est à la mode avec la série éponyme de TF1. Ensuite, on est tellement heureux de pouvoir dire que nos enfants sont au-dessus du lot. Et puis surtout, cela permet de justifier tous les écarts de comportement des bambins. S'ils sont mauvais élèves, c'est qu'ils sont HPI. S'ils sont perturbateurs, HPI. Mais je vous rassure, chers auditeurs, il y a aussi des enfants qui sont très en avance par rapport aux autres. Et à n'en pas douter, ce sont bien les nôtres. Alors après les HPI, le HPNQ, qu'est-ce que c'est ça ? Le haut potentiel à n'importe quoi. Le Parisien, aujourd'hui en France, consacre sa une et son fait du jour au scrolling. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, un trajet en métro ou à bord d'un TGV vous suffira pour rendre compte de l'ampleur du phénomène. Pour un ou deux passagers qui lisent encore un journal ou un truc encore plus dingue, un livre, vous en avez 10 qui ont les yeux rivés sur leur smartphone, avec le pouce qui s'agite frénétiquement, écrivent Émeric Renou et Gilles Avaroquier. Ils scrollent, font défiler plus ou moins rapidement des vidéos, des pubs, et ils ne peuvent pas s'arrêter. La plateforme la plus efficace pour tenir en haleine le gogo est TikTok. Elle a développé un algorithme d'une rare perversité, écrivent-ils. Mais rassurez-vous, Instagram et Facebook sont en train de la rattraper. C'est une addiction, celle-là rend totalement idiot, et je ne sais pas si c'est rassurant, mais elle ne concerne pas uniquement, et loin de là, les enfants. Ah, mais la résistance, nous dites-vous, Olivier, est peut-être en train de s'organiser. En tout cas, les GAFA semblent enfin sortir de la zone d'impunité dans laquelle ils prospéraient. Apple, Google, l'Europe contre-attaque. C'est le gros titre à la une des Échos qui reviennent sur cette décision de la Cour de justice européenne qui a donc confirmé la condamnation d'Apple à 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux. Les Échos qui soulignent aussi que depuis quelque temps, les contentieux avec les GAFA se multiplient et ce n'est pas anodin. Dans son éditorial, David Barrault explique « Les GAFA se faisaient taper sur les doigts, on leur tape désormais sur la tête. On menace de les couper en morceaux ou de jeter leurs dirigeants en prison, comme le patron de Telegram. 30 ans après la révolution Internet, les anciennes start-up qui pouvaient passer sous les écrans radars sont devenues particulièrement visibles et surveillées. La régulation qui avait un train de retard est en train de les rattraper. Le nœud coulant se resserre. » Alors quoi d'autre ce matin dans les journaux ? Le pape, Dimitri, à la une du Figaro. François est au Timor oriental où il a célébré une personne devant 600 000... Une messe. Une messe devant 600 000 personnes. Wow. C'est-à-dire la moitié de la population de ce pays. À 87 ans... La moitié du Timor La oriental. moitié, oui. Ben voilà, 87 ans et sous une chaleur accablante. Il a tenu bon et a même terminé par une note d'humour, raconte Jean-Marie Guénois. Faites attention aux crocodiles, a-t-il lancé à la foule. Les vrais, mais ceux aussi qui veulent changer votre culture et votre histoire. Et justement, on va terminer avec des crocodiles bien français, ceux-là, tapis dans les eaux troubles de notre administration. C'est Gaspard Koenig qui pousse un coup de gueule dans les Échos. Coup de gueule pour la défense des lieux-dits. Adieu le Bressan, les Nivières, les Roues de Rouer, le Plumet. Désormais, vous habitez 4234 route de Roanne et il n'y a pas à discuter, c'est la loi. Fini donc les lieux-dits. On trouve désormais au détour d'une route cantonale un numéro 2386 ou à l'angle d'une grange désaffectée un 99 terre. Notre campagne, écrit-il, est devenue Los Angeles au mépris de son histoire, comme de la volonté de ses habitants. Car un lieu-dit, rappelle Koenig, c'est d'abord un lieu qui est dit. Une merveille d'ordre linguistique spontané, imposée par personne et acceptée par tous. Au fil des siècles, des pratiques, des légendes, a émergé un nom coutumier. Mais donc, le législateur a parlé, l'administration exécute. Les auteurs de la loi dite 3DS ont gagné. Et il n'a pas besoin de les tester, je peux vous l'assurer avec certitude.
Ils sont tous HPI. Ouais. Donc fini le Bel Air, fini le Bosquet, fini la Mare, le Marais, l'Oubliette, tous ces noms de lieux-dits. En Normandie, triste, il y en a un qui revient souvent, c'est la Crotte, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, mais Ça fait rigoler les enfants. Ça fait rigoler les enfants. Gronendel, en Bretagne. J'ai souvenir d'un lieu-dit qui s'appelait ainsi. Gronendel. C'est joli, hein, on dirait presque du suédois ou du norvégien, je ne sais pas. Terminé. Merci beaucoup. Votre revue de presse toujours si bien tricotée, Olivier Delagarde. Tricoté. Oui, cousu main. Tricoté, C'est bien. 9h moins le quart sur Europe 1. Avant de